On a un réveil effectivement de ce public-là qui n'avait pas du tout l'habitude et la culture d'aller et de manifester. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est encore trop peu, c'est encore pas assez, et c'est surtout paradoxal. Il faut quand même le souligner que la coalition, alors qu'elle est homogène, et alors qu'on se trouve à moins d'une demi-année des dernières élections, du dernier scrutin, eh bien on se retrouve à manifester contre qui au final. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Les festivités du Yom HaAtzmaut sont derrière nous. La journée de l'indépendance s'est déroulée, on va dire, dans le calme. D'abord, est-ce que vous, personnellement, vous pouvez en tirer une conclusion en tant que membre du Likoud? Ça veut dire que finalement, au-delà de toutes les divergences de vues, même très profondes, qui existent entre partisans et opposants à la réforme judiciaire, eh bien, on arrive malgré tout en Israël à préserver l'essentiel? Oui, je pense que les festivités du Yom HaAtzmaut qui étaient mis sous l'appel à l'unité et à notre destin commun, ont prouvé que Israël était au-delà des grandes discussions qui l'animent. Et c'est normal. Et donc, on va dire, c'est peut-être encourageant pour l'avenir, mais d'une manière ou d'une autre, comme je le disais dans le journal d'information, eh bien, la politique, la vie politique reprend le dessus avec cette manifestation qui doit se tenir pas plus tard que ce soir devant la Knesset, une manifestation qui est organisée cette fois-ci par les partis de la coalition gouvernementale. On l'a appelée la manifestation du million. Elle est destinée à rassembler 1 million de personnes en faveur de la réforme. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est un objectif réalisable, palpable, concrètement, ou c'est un peu exagéré? Je pense qu'il y aura sûrement plusieurs centaines de milliers de personnes ce soir à Jérusalem. Je ne sais pas si on obtiendra 1 million de personnes, sachant que il n'y a pas eu d'appel des ce qu'on appelle les grands de la Torah du monde orthodoxe pour que les membres, j'allais dire leurs ouailles, viennent et participer à cette manifestation, connaissant leur capacité de mobilisation qui est absolument fulgurante. S'ils s'étaient joints, on aurait sûrement atteint le million escompté. Là, je pense qu'on va plutôt parler de plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça reste à voir. Il faut bien avouer, Raphaël, que le Likoud, dites-moi si je me trompe, n'a pas une grande tradition de manifestation. Le Likoud va voter, les électeurs du Likoud vont voter le jour des élections. Ils estiment avoir fait leur devoir et ils ne descendent pas souvent dans la rue. On ne les a pas souvent vus manifester pour telle ou telle cause. On se souvient même par exemple du Gush Katif où c'était essentiellement les militants du sionisme religieux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous le sentez, vous, dans la base militante du Likoud, des gens qui veulent descendre dans la rue et être une sorte de contrat par rapport aux manifestations du boulevard Kaplan à Tel Aviv? Alors tout à fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'organisation qui chapeaute la manifestation de ce soir, qui s'appelle le Maté 64, réunit une série d'associations de droite qui poussent la réforme judiciaire, et on y retrouve plusieurs associations qui sont apparentées au Likoud, qui sont apparentées à ce qu'on aurait appelé à l'époque le sionisme révisionniste, et aujourd'hui peut-être plutôt les électeurs du Likoud et moins le sionisme religieux. Alors c'est intéressant de savoir que le Likoud lui-même a financé à hauteur de 600 000 shekels la manifestation de ce soir, mais à titre indicatif, Daniel, le sionisme religieux 1 200 000 shekels sur la manifestation de ce soir. Ça veut dire qu'on a un réveil effectivement de ce public-là qui n'avait pas du tout l'habitude et la culture d'aller et de manifester. C'est quelque chose de nouveau, et je pense que c'est une des bonnes résolutions que la droite aura tiré du dernier gouvernement, donc du gouvernement Bennett-Lapid, qui a été le premier réellement à sortir les électeurs du Likoud dans la rue. Mais c'est encore trop peu, c'est encore pas assez, et c'est surtout paradoxal. Il faut quand même le souligner que la coalition, alors qu'elle est homogène, et alors qu'on se trouve à moins d'une demi-année des dernières élections, du dernier scrutin, eh bien on se retrouve à manifester contre qui au final? Alors justement, c'est ça, c'est ce que je voudrais vous poser comme question, parce que le message n'est pas très clair, il faut bien avouer. Contre qui, pour qui on manifeste? Est-ce que l'on manifeste essentiellement pour voir la réforme se prolonger? Est-ce qu'on manifeste par exemple en faveur des pourparlers qui se déroulent à la présidence de l'État? Est-ce qu'on manifeste pour Binyamin Netanyahou?
Alors, on manifeste pour que la réforme judiciaire aboutisse. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti voter, qu'il y a eu une grande victoire de la droite, et puis que l'électeur de droite s'est dit, moi j'ai fait mon travail, maintenant c'est à mon représentant à la Knesset de faire le sien. Sauf que son représentant à la Knesset n'a pas fait le sien, et qu'à un certain moment, il a plié sous réellement une machine extrêmement bien huilée, organisée, financée, qui réunissait les académiciens, les médias, les chefs du secteur privé, certains chefs du high-tech, etc., pour venir dire il faut mettre un stop à la réalisation de la volonté de la majorité. Et donc la droite a compris à ce moment-là qu'il fallait aussi se faire entendre et cesser de laisser toutes ces sphères à l'exclusivité de la gauche israélienne, parce que ces sphères, ce sont aussi des contre-pouvoirs qui ont réussi à faire, j'allais dire, bloquer l'avancée, en tout cas qui ont réussi à bloquer le vote en seconde et troisième lecture du premier chapitre de cette fameuse réforme judiciaire. Donc c'est une très bonne idée qu'a eu la droite de décider de se mobiliser. Je peux vous en témoigner, Daniel, pour en avoir parlé avec des hauts responsables du Likoud qui ont été extrêmement étonnés de voir la droite dans la rue, et ça leur a réellement donné un nouveau souffle. Donc aujourd'hui, je pense que le message, il est d'abord et avant tout vis-à-vis de nos élus. Il est d'abord et avant tout vis-à-vis de personnes comme Yoav Gallant, Yuli Edelstein, qui ont été portés par cette droite, qui doivent entendre le peuple qui les a portés à leur poste en leur disant d'accord, vous avez arrêté, vous avez stoppé, il y a des négociations. Si elles venaient à ne pas aboutir, n'oubliez pas qui vous a mis à votre place, n'oubliez pas qui vous représentez à la Knesset. Alors justement, au sein du Likoud aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours une immense majorité des députés, il y en a 32 dans la Knesset, est-ce que tous sont quasiment au garde à vous, à l'exception peut-être, vous le disiez, de Yoav Gallant et de Yuli Edelstein, pour exiger la mise en application de la réforme, ou alors il y a une sorte de processus d'introspection, de reconnaissance de certaines erreurs qui ont été commises. Même Binyamin Netanyahou lui-même le dit aujourd'hui. Il comprend que la réforme, elle ne va pas pouvoir se mettre en application telle qu'il l'aurait souhaité dans un premier temps. Je pense que le Likoud en général et la droite en particulier a toujours su faire preuve de pragmatisme lorsqu'il s'agissait de voter des réformes et de prendre des décisions. Je crois que l'électorat de droite, bien évidemment, à part peut-être sa frange la plus idéologique et peut-être même quelque part extrémiste, eh bien et pour les pourparlers qui ont lieu aujourd'hui chez le président vont être capables d'accepter une version, j'allais dire, un peu moins forte de la réforme judiciaire. Le débat de la manifestation d'aujourd'hui, c'est de ne pas enterrer cette réforme judiciaire, c'est de ne pas réouvrir la Knesset, le Parlement, en disant tous ces sujets-là, on ne va pas les traiter. Il faut qu'ils soient traités, il faut qu'ils puissent être avancés. Et je crois que le Likoud et en tout cas ces personnes-là ne se sont pas exprimées contre la réforme judiciaire. Vraiment, à part Yoav Gallant qui a étonné tout le monde, il faut pas oublier qu'il y a eu un vote au Likoud, 28 députés sur 32 ont dit qu'ils voteraient et qu'ils suivraient la position du parti, sachant que sur les 4, il y en a 2 qui ont voté contre parce qu'on était revenu, vous voyez, on était moins dans la réforme dans son entité. Donc je crois que l'aboutissement des négociations qui sont en train de se dérouler, c'est la clé aussi pour ces députés-là de dire on a essayé de débattre, on a essayé d'aller vers l'opposition et puis au final rien n'en est sorti. On a quand même une responsabilité vis-à-vis de nos électeurs. C'est aussi et surtout vraiment pour ces 2, 3, 4 députés dont on pourrait parler qu'aujourd'hui, je vais me joindre aux personnes qui vont manifester ce soir à Jérusalem. Si Binyamin Netanyahou devait décider, on va dire sous la pression de la rue, de geler tout simplement la réforme, même peut-être sur le plan stratégique, parce qu'il comprend qu'aujourd'hui, la promouvoir, c'est peut-être aller dans le mur. Est-ce qu'il serait suivi par des responsables du Likoud ? Benjamin Netanyahou, il va être suivi par les responsables du Likoud. Je pense que sur cette réforme-là, le gouvernement ne tombera pas. Et je pense que la capacité de gestion de Benjamin Netanyahou
vis-à-vis des politiques en tout cas, elle est extrêmement large. C'est la raison pour laquelle c'est très important stratégiquement que le peuple s'en mêle. C'est pour ça qu'il faut faire ce genre de manifestation, il faut continuer à faire pression sur les députés, sur les responsables politiques, justement pour ne pas qu'ils, j'allais dire, se mettent en mode d'hibernation et nous disent oui voilà, on traitera cela durant la dernière année de ce gouvernement, etc. C'est là notre rôle vis-à-vis des responsables politiques, parce que pour les responsables politiques, le plus simple, c'est effectivement de mettre en pause cette réforme judiciaire, parce qu'il y a le budget qui doit être voté durant les prochaines semaines, et on sait qu'en Israël, le budget c'est quelque chose de fondamental, parce que si le budget ne passe pas, le gouvernement se disloque d'après la loi ici en Israël. Donc je crois que Benjamin Netanyahou aurait aurait voulu pouvoir mettre, j'allais dire, au freezer cette réforme judiciaire pendant quelques mois. Je pense que les électeurs du Likoud, cette fois-là, n'accepteront pas cela. Voilà, on parlait des orthodoxes au début de notre entretien, mais finalement, ce sont eux aujourd'hui qui ont le plus d'intérêt à voir la réforme votée, parce que eux, en fait, la clause qu'ils exigent de la réforme, c'est pas tellement la composition de la commission de nomination des juges, mais c'est plutôt la fameuse loi de contournement qui va leur permettre, peut-être une fois pour toutes, de mettre de côté ce fameux dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, un conflit d'intérêts aujourd'hui entre le Likoud et les orthodoxes à ce niveau-là ? Il n'y a pas vraiment un conflit d'intérêts. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, et vous avez tout à fait raison, Daniel, la loi pour l'enrôlement des Bachouri Yeshivot, qui a été la cause première de cette grande période d'instabilité qu'on a depuis 5 ans. Faut pas oublier que c'était sur cette loi-là, au final, que le gouvernement de Bibi en 2019 se disloque après que la Cour suprême intervienne et interdise en fait l'accord, la loi qui avait été passée par la Knesset pour essayer d'arranger, j'allais dire, le service ou le non-service des ultra-orthodoxes. Je pense que les ultra-orthodoxes font une erreur stratégique grave en ne se joignant pas à ce mouvement-là, justement parce que c'est les premiers concernés. Alors bien évidemment, eux, ce qui intéresse les ultra-orthodoxes, c'est la clause A61 de pouvoir renverser une décision de la Cour suprême. Sauf que le chemin est encore long et que si ce n'est que cette clause-là, il pourrait l'intégrer que dans une loi en particulier. C'est possible. Mais bien évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahu, il va pas pouvoir réellement porter cette clause uniquement sur la loi pour l'enrôlement des Bachouri Yeshivot. Donc je pense qu'il y a une malcompréhension, une mauvaise lecture de ce qui se passe au niveau de la réforme judiciaire. Alors je lis ce matin les députés de Chasse qui disent que ils avaient dit qu'ils allaient être suiveurs et pas meneurs sur la réforme juridique. Oui, mais lorsqu'il s'agira de l'enrôlement des Bachouri Yeshivot, est-ce qu'ils seront aussi suiveurs et pas meneurs ? J'en doute, bien évidemment. Donc je crois que il y a là une erreur stratégique, mais cette erreur stratégique, elle peut être corrigée, étant donné qu'encore une fois, on est dans une parenthèse, et cette parenthèse, elle est due à ce qui se passe chez le président de l'État, de ces négociations qui sont menées sérieusement et qui, pour certains, pourrait peut-être aboutir à quelque chose. Donc les Haredim se disent, on peut encore se permettre, j'allais dire, d'être spectateur de ce qui se passe et de ne pas rentrer dans le cœur du sujet. Eh bien, Raphaël Hamzalag, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, à l'occasion donc de cette manifestation du million qui doit se tenir aujourd'hui à Jérusalem devant la Knesset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Raphaël. Daniel, bonne journée.